J'ai lu l'histoire d'aujourd'hui depuis plusieurs années et en cherchant dans mes vieux bouquins, je suis tombée sur ce même livre qui contenait cette histoire. Le livre, c'est Histoire vraie 3 de Pierre Bellemare et Jacques-Antoine. Je pense que c'est pas la peine de vous présenter Pierre Bellemare puisque le mec est une pointure quand il s'agit d'investigations journalistiques dans les affaires criminelles. J'adorais regarder les enquêtes impossibles d'ailleurs, je les regarde encore de temps en temps sur YouTube et j'aimerais bien savoir si je suis la seule à le faire ou bien s'il y en a parmi vous qui sont comme moi un petit peu accros à cette émission. D'ailleurs, si vous aimez écouter des histoires flippantes, inexpliquées, mystérieuses, incroyables, mais surtout vraies, vous êtes pile au bon endroit, parce que c'est ce que je fais. J'adore lire sur ce sujet et vous partager les histoires qui m'ont le plus marqué. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager car ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer de publier malgré les cours et le travail. En parlant d'études et de travail, c'est assez fou cette semaine. J'ai même perdu espoir sur le fait que j'allais publier ma vidéo, mais je pense que je vais finalement réussir à la publier à temps. Je vous parlerai de la suite des publications sur ma chaîne à la fin de cet épisode, j'espère. Bref, l'histoire d'aujourd'hui, si je veux la résumer ou lui donner un titre, ça serait Le mort-vivant. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Notre histoire se situe au Brésil, à la prison de Escada, une petite ville dans la province de Pernambuco. Cette prison est un ancien fort portugais situé à des centaines de kilomètres de Recife. C'est une vraie forteresse impénétrable dont personne ne s'est jamais évadé et où les taux de violence est particulièrement élevé. José Simão est un jeune voleur de 25 ans qui s'est retrouvé entre les murs de Escada après avoir avoué avoir tué quelqu'un. José s'est alors retrouvé condamné à perpétuité à passer tout le restant de sa vie cloisonné dans cette forteresse, entouré de rochers et de sable au milieu de nulle part. Le visage de José était déjà maigre et creusé à cause de l'environnement où il vivait. Il n'était là que depuis 3 mois, mais il s'était déjà imprégné de son désespoir et s'était fait une raison. Il mourra derrière ces murs de désolation. Au début de sa peine, il était seul dans sa cellule, et c'était parfait pour lui. Mais un jour, la porte de sa cellule s'ouvre, et un co-détenu lui est présenté. José était renchant et a exprimé son envie de rester seul, mais le gardien, sarcastique, lui a juste rétorqué qu'il n'avait qu'à en parler au directeur avant de refermer la porte de la cellule sur les 2 détenus. Dans cette prison, aucun détenu n'ose se révolter plus que ça, car ils savent que le gardien en chef Hernando est impitoyable. Il y a au sous-sol de la prison une demi-douzaine de cellules creusées directement dans la roche, avec aucune autre ouverture mis à part une porte en fer. Ceux qui ont la malchance de s'y retrouver n'auront quasiment rien à manger. De l'eau leur est donnée dans une bassine 1 fois par jour, et cette eau est pour boire et pour se laver. Les prisonniers sont plongés dans le noir total, sans aucune visite et dans un environnement extrêmement humide. Un environnement que toute personne saine d'esprit éviterait comme la peste. Simão recule malgré lui pour laisser le nouveau entrer et la porte de la cellule s'est refermée. Clairement, Simão n'aimait pas du tout son nouveau camarade. Il a selon lui une vraie tête de fouine, des petits yeux, un nez pointu et n'a trouvé rien de mieux à dire pour briser la glace que « T'inquiète pas camarade, je serai sorti bien avant toi, j'en ai que pour 6 ans moi, et toi, tu en verras d'autres. » Ouais, cool comme phrase d'entrée. Le nouveau camarade de José s'appelle Adias Soares, et bien qu'il ait essayé de sympathiser avec José, maladroitement, avouons-le, ce dernier lui a clairement fait comprendre qu'il le tabasserait s'il continuait à le déranger et qu'il n'était pas du tout gêné d'aller dans les cellules d'isolement pour ça, puisque la même punition serait réservée à Adias. Ce n'est rien de dire qu'Adias était intimidé par José et sa carrure, surtout qu'il lui rappelait quelqu'un qui a tenté de le tuer il y a 2 ans de ça.
Le 25 février 1951, à minuit, soit 2 jours seulement après le début de cette cohabitation forcée entre José et Adias, du moins la cohabitation était forcée pour José, des hurlements stridents ont réveillé toute la prison. Les prisonniers s'excitent dans leurs cellules, les lumières s'allument et le gardien-chef, flingue à la main, ainsi que ses 2 adjoints traversent le couloir. Le gardien-chef cogne à la porte de la cellule de José. Il n'ouvre pas encore la porte mais somme les résidents d'arrêter le vacarme. En réponse à sa sommation, il entend Adias hurler de terreur « Chef, il va me tuer, chef !» Le gardien ordonne à ses adjoints d'ouvrir la porte. Les adjoints déverrouillent la cellule mitraillette pointée vers les prisonniers et le gardien derrière, revolver pointé aussi vers les prisonniers, mais à peine la porte ouverte que Adias saute sur les jambes du gardien en le suppliant de le sortir de cette cellule. Il était terrifié et assuré que José était un vrai cinglé qui a essayé de le tuer. Rappelez-vous, je vous ai dit que le gardien-chef était impitoyable et surtout, il n'écoute vraiment pas les prisonniers lorsqu'une bagarre éclate. Qui est coupable et qui est innocent est un détail pour lui. Du coup, ce qu'il a fait, c'est de les envoyer aux fameuses cellules de la cave en attendant le lendemain. Adias était content de cette sentence. Il préférait être traîné à coups de botte jusqu'au sous-sol que se retrouver seul avec José. José, quant à lui, était littéralement rouge de rage. Il a serré les dents et serré le poing avant de l'enfoncer dans le mur à côté de lui. José était clairement en colère et n'arrêtait pas de hurler qu'il voulait parler au directeur de la prison tout de suite. Ces hurlements ont enragé les prisonniers qui ont commencé à secouer les portes de leurs cellules, donnant un fond métallique de vacarme insoutenable aux mots de José. José hurlait « Je veux parler au directeur, je ne croupirai plus une minute ici, je ne suis pas un assassin ». Le gardien-chef en avait vraiment marre et ne voulait surtout pas qu'une révolte se déclenche dans sa prison, alors il a fini par assommer José à coups de crosse de mitraillette et par le traîner inconscient par les pieds jusqu'à une cellule au sous-sol. Un coup de feu en l'air a suffi pour éteindre tout le raffut des prisonniers qui, derrière les portes de leur cellule, ne voyaient et ne comprenaient rien de ce qui se passait. Le gardien-chef Fernando était connu pour l'ordre et la discipline et avait un vif intérêt à ce que ça continue ainsi cette année-là, car c'était sa dernière année de service avant la retraite. Et il voulait vraiment avoir sa prime entière, chose qu'il pourrait perdre si n'importe quel incident se produisait sous sa surveillance dans la prison. Pour lui, José n'est qu'un sale assassin qui mérite ce qui lui arrive et il n'avait aucune intention de l'écouter. Le gardien-chef Fernando comptait garder José et Adias dans les cellules humides du sous-sol pendant les 8 mois qui le séparaient de sa retraite. Après tout, ces criminels ne méritaient rien de mieux que de pourrir dans la noirceur et l'humidité de ces cellules. José a passé 8 mois en isolement pendant lesquels il ne voyait du monde extérieur que l'ombre du gardien qui lui balançait sa nourriture et son eau à travers une trappe. Une nourriture infecte faite de haricots dans de l'eau tiède. José Simao est au fond du gouffre au sens propre comme au sens figuré. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le 18 octobre 1951, après ces 8 longs mois dans le noir, la porte de sa cellule s'ouvre en grand et un gardien l'interpelle. Il lui dit que le directeur veut le voir. José a du mal à ouvrir ses yeux dans la lumière. Il est squelettique, sale et arrive à peine à tenir debout à force de rester accroupi dans son cachot. Le gardien ordonne à José de se mettre dos au mur et José a obéi sans objection. Le gardien a ensuite ouvert 3 autres cellules et en a sorti 3 autres squelettes vivants. Parmi eux se trouvait Adias Suarez. Adias toussait faiblement lorsqu'il a vu José. Il a d'abord sursauté de peur avant d'entendre José lui demander son aide en chuchotant. Le gardien leur ordonne d'aller calmement se doucher et se changer pour rencontrer le directeur, et les pauvres n'avaient ni la volonté ni la force de faire autrement. Une fois douchés et le crâne rasé à ras, ils étaient propres comme des sous-neufs, et leur tenue propre bien qu'en toile leur semblait aussi douce que de la soie. Maintenant, José, Adias et les 2 autres détenus étaient alignés dans le bureau du directeur, encadrés par 2 gardiens armés. Le directeur était accompagné d'un nouveau gardien-chef, qui lui dit « Voilà les hommes du cachot, monsieur. J'ai regardé leur dossier et aucune mention spéciale n'est portée sur les mesures de sécurité prises à leur encontre. Mon prédécesseur a simplement noté « Rébellion ». Le directeur semblait approuver ce qu'il entendait. Il avait une confiance aveugle en Hernando et ne discutait pas les décisions qu'il prenait avant sa retraite. Pour lui, l'ex-gardien-chef Hernando avait certainement des raisons valables pour isoler ses prisonniers dangereux. De son côté, José suivait la conversation entre le directeur et son nouveau gardien-chef
avant de lever la main timidement en demandant le droit de parler. D'un air dédaigneux et supérieur, le directeur lui fait signe de faire. Et la première chose que José dit est « Je suis innocent ». Le directeur lui demande alors qu'est-ce qu'il fait en prison s'il l'est. José hésite un moment avant de répondre. Sa gorge est serrée par l'émotion, mais il finit par pointer à Diaz Suarez du doigt en disant « À cause de lui, monsieur. C'est lui que j'ai tué. » À ce moment, le directeur prend carrément José pour un fou. Limite, il sourit à cette affirmation. Mais José, désespéré, ose avancer d'un pas vers le directeur car pour lui, ça sera peut-être sa seule occasion de s'exprimer. José affirme au directeur qu'il n'est pas fou du tout et qu'il a été condamné pour le meurtre d'Adias. Dans son désespoir, José supplie Adias de confirmer qu'il était bien vivant. À cette supplication, Adias a d'abord reculé, puis rassuré que José ne peut rien contre lui, il a fini par marmonner « C'est vrai, je ne suis pas mort ». L'histoire au début incroyable et beaucoup plus proche d'une affabulation qu'autre chose aux yeux du directeur et de son gardien-chef prend un autre aspect après les mots d'Adias. Le directeur savait très bien que José Simão avait été condamné pour meurtre et 4 témoins l'avaient confirmé. Le cadavre a bien été vu par ces témoins, bien que la police ne l'ait pas retrouvé plus tard. José a été arrêté, poursuivi et avait avoué son crime. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Voici ce que José et Adias ont raconté au directeur à ce sujet, et leur histoire est vraiment incroyable. Le soir du meurtre, enfin du pas meurtre, Adias marchait sur la route de Escada quand il a croisé la route d'un promeneur qui, à ses mots, avait l'air bien habillé. Adias a assommé l'homme, lui a volé son portefeuille et l'a laissé dans un fossé. Adias pensait qu'il s'en était tiré avec son vol, mais à peine eut-il fait 500 mètres qu'un homme lui était tombé dessus. C'était José. Au fait, José l'avait vu assommer et voler le promeneur et a décidé de le suivre pour le voler à son tour. Après tout, José ne risquait rien puisque la victime initiale, aka le promeneur, ne l'avait même pas vu. Il allait donc voler un voleur. José avait pris la peine de ramasser un bout de tuyau en plomb, celui-là même qu'Adias avait utilisé pour assommer le promeneur. Il a suivi Adias un moment, le temps de s'éloigner de la zone de la première agression, puis l'a assommé à son tour avec le tuyau pour lui prendre le portefeuille. Mais juste au moment où il avait assommé Adias, une voiture avec 4 hommes a débarqué. Les hommes ont été témoins de l'acte de José, donc ils l'avaient clairement vu frapper Adias sur la tête avec le tuyau. Les hommes se sont alors précipités d'abord vers le corps d'Adias, puis ont poursuivi José en criant que sa victime était morte. Une fois qu'ils l'avaient rattrapé, 3 d'entre eux l'ont battu en le traînant jusqu'au buisson où il avait attaqué Adias, tout en le traitant d'assassin, et le 4e est parti en voiture chercher la police. Sauf qu'une fois dans le fameux buisson, le cadavre avait disparu. Il ne restait plus que la matraque et des traces de sang dans l'herbe. La police avait alors supposé que le corps avait roulé jusque dans la rivière, puisque l'herbe était clairement écrasée tout au long de la pente entre le buisson et la rivière. Le corps n'a donc jamais été retrouvé, mais puisqu'il y avait 4 témoins qui avaient confirmé que la victime était morte, José a été condamné pour meurtre et même le promeneur l'a identifié comme étant la personne qui l'avait assommé. Et le fait que son portefeuille soit effectivement en la possession de José n'a fait que confirmer l'accusation. Après tout, la police ne va pas croire un agresseur et un voleur. À ce stade, José lui-même pensait qu'il était un assassin et avait accepté sa sentence. Enfin, jusqu'au jour où il a rencontré Adias, son nouveau camarade de cellule. Adias, en voulant briser la glace avec José, lui a raconté plusieurs aventures qu'il avait vécues et qui n'intéressaient pas du tout José, jusqu'à ce qu'il lui dise qu'un soir, après avoir agressé un homme pour le voler, il s'était fait lui-même agresser. Adias se souvient s'être évanoui après avoir été frappé à la tête, puis il s'est réveillé avec la tête ensanglantée au son des cris et des bruits de voiture. Bien qu'il avait trop mal, sa peur que ce soit la police avait pris le dessus et il a décidé de rouler doucement jusqu'à la rivière et de se laisser couler dedans pour ensuite suivre le courant. Adias n'avait aucune idée de ce qui s'était vraiment passé et il était persuadé d'avoir échappé à la police. Quelque temps plus tard, Adias a été arrêté alors qu'il entrait dans une maison par effraction et s'est retrouvé partageant la cellule avec José Simão. Bien sûr, José, en entendant l'histoire la première fois, avait juste envie de réellement tuer l'auteur de sa souffrance. Et Adias ne comprenait pas du tout la raison de cette soudaine agressivité. Suite à cette bagarre, le gardien-chef les avait laissés pourrir en cachot et ne leur a pas accordé la permission de parler au directeur.
Au début, lui et Adias protestaient en criant depuis leur cellule qu'ils voulaient parler au directeur, mais en réponse, ils se faisaient battre. Du coup, le cachot a eu raison de leur volonté et ils ont décidé d'attendre. Adias, le mort, pas si mort finalement, montre ses cicatrices à la tête. Il décrit au directeur précisément l'endroit, la rivière et tous les détails, chose qu'il ne pourrait pas inventer. De plus, les témoins qui avaient vu la fameuse victime morte l'avaient décrit comme un homme petit, brun, au nez pointu, qui avait au niveau de son crâne une blessure à l'endroit précis de la cicatrice d'Adias. Et comme preuve ultime, les cheveux retrouvés sur le tuyau qui avait servi de matraque à José étaient bien ceux d'Adias. Bien que le gardien-chef Fernando était la cause d'avoir tardé à découvrir la vérité, sa retraite n'a pas du tout été perturbée puisque selon la direction de la prison, il n'avait fait que son devoir en assurant la sécurité. À la lumière de ces révélations invraisemblables, le procès de José fut rejugé et José innocenté. Après tout, Adias n'était pas mort et José n'était donc plus un assassin. Voilà, comme quoi la présomption d'innocence est vraiment importante. Dans cette histoire, même le présumé coupable a fini par croire qu'il était un assassin. Mais honnêtement, qui ne l'aurait pas cru? Les événements se sont enchaînés d'une manière qui l'incriminait sans aucun doute possible. En plus, qui croirait une personne qui agresse et vole des gens dans la rue? Après tout, soyons francs, il aurait facilement pu le tuer réellement par accident. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et j'ai voulu vous la partager parce que je la trouvais vraiment incroyable et en la relisant, je sentais vraiment la détresse que pouvait avoir une personne quand elle est accusée à tort d'un fait qu'elle n'a pas commis, même si cette personne est déjà considérée comme une criminelle à la base. On s'entend, c'est un criminel, c'est un voleur à la base, José. Mais ce dont je suis sûre, c'est que José Simão ne frappera plus jamais aucune personne pour la dépouiller. Pour la petite annonce que je voulais vous faire, donc, vu que je reprends les cours, pour essayer de maintenir un rythme d'une vidéo par semaine, je vais réinclure beaucoup plus des traits d'horreur parce qu'ils sont plus faciles à gérer que ce genre d'histoire où je dois vraiment chercher, structurer et être sûre de mes informations. Puis, je passerai plus aussi sur des formats podcast peut-être, parce que c'est plus facile au montage. Vous l'avez compris, je cherche vraiment des solutions de facilité pour continuer à avoir tout le temps des épisodes et des vidéos mises en ligne. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que mon compromis vous a plu. Sinon, passez un bon week-end, relaxez pour attaquer la deuxième semaine de cours, amusez-vous en restant safe, et quant à moi, je vous dis ciao!